Alors, salut tout le monde, comme prévu, je vous en avais parlé lors de l'épisode 2, la semaine dernière. Stéphane Roche était venu nous voir l'an dernier pour parler de l'application COVID qui était en discussion. Et là, on est en plein dans... le gouvernement Legault décide d'aller de l'avant. Puis je trouvais ça intéressant de vous représenter cette entrevue-là pour nourrir notre réflexion pour ceux qui ne l'auraient pas téléchargé encore ou qui ne savent pas s'ils doivent le faire ou non. Évidemment, je n'encourage pas les gens à ne pas la downloader. C'est pas ça le point. Mais je pense quand même que c'est important d'y réfléchir. Et la saison dernière, je pense que c'était à l'épisode 32, on avait reçu ce professeur de l'Université Laval spécialisé dans les applications de traçage, en fait, et notre rapport à la traçabilité satellite, entre autres, au GPS. Et voilà, je vous offre cet épisode-là. Un petit amuse-bouche en attendant l'épisode qui s'en vient, qu'on est en train de préparer, où on sera à Val-d'Or de façon virtuelle, mais avec des gens de Val-d'Or, entre autres, pour l'événement 15-2 sur le jeu vidéo, oui, mais le jeu de table sur... J'ai envie qu'on réfléchisse, ça ne sera pas juste de parler de jeux, les bons jeux ces temps-ci, là, c'est pas ça du tout, mais on aura un créateur, entre autres, de jeux, un peu expliquer comment on développe un jeu de société. On aura également un chercheur qui va nous parler, en fait, de la préservation. Puis ça m'intéresse beaucoup parce que notre patrimoine culturel, entre autres cinéma, musical, je trouve évidemment bâti, mais il est en péril un peu. On y fait pas attention. Et dans le jeu, c'est la même chose aussi. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Comment on fait pour préserver, entre autres le jeu vidéo, cette partie de notre culture? Mais voilà. Donc, en rappel, je vous offre cette entrevue avec Stéphane Roche sur l'application COVID. Puis nous, on se retrouve samedi. Salut. Alors, je suis maintenant avec Stéphane Roche. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Parlez-nous de vous, en fait. Vous êtes un auditeur de la balado, c'est un peu comme ça qu'on s'est connu, en fait, si on peut dire. Et vous avez participé à la conversation publique sur le traçage de l'intelligence artificielle. Mais bon, vous êtes professeur à l'Université Laval? Oui, je suis professeur à l'Université Laval au département des sciences géomatiques. Et votre domaine de prédilection, si on peut dire, est quand même pas directement relié à l'intelligence artificielle, au traçage en temps de pandémie, mais quand même, c'est beaucoup relié à la géolocalisation? Oui, absolument. Oui. Moi, je m'intéresse beaucoup aux applications géomatiques, donc les applications qui mobilisent la géolocalisation des personnes et des services, des biens, en milieu urbain. Comment le recours à ce genre d'applications et de technologies modifie nos pratiques de la ville, on va dire. Voilà. Donc, le principe d'une application de traçage de contact, c'est de garder en mémoire. C'est une application qui s'installe sur nos téléphones, premièrement, et qui, grâce au protocole Bluetooth, qui est utilisé en général pour permettre à nos téléphones de communiquer avec tout un tas d'autres périphériques. Oui. Donc là, grâce à ce protocole-là, de détecter des téléphones qui passent à proximité, à une distance donnée, pendant un certain temps, d'enregistrer des identifiants cryptés, protégés de ces téléphones-là dans le téléphone. Et si jamais vous, à un moment donné, propriétaire de téléphone, vous êtes testé positif à la COVID, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir, ça c'est les applications de base, vous allez pouvoir informer en envoyant un message, aux autres téléphones, mais qui n'enverra pas votre identité, mais uniquement qui indiquera aux personnes avec qui vous avez été en contact, attention, dans les 14 derniers jours, vous avez été en contact avec quelqu'un qui vient d'être déclaré positif, donc vous devriez faire attention. Ça, c'est les applications de base. Oui. Ça implique pas la géolocalisation. Celle du Mila est un peu différente parce que celle du Mila a recours à tout un tas d'autres informations, dont la géolocalisation, et à un algorithme d'intelligence artificielle qui est un genre de prédicteur de la probabilité que vous soyez infecté et donc que vous soyez contagieux. Et ce prédicteur-là utilise tout un tas d'informations du téléphone et des informations que l'usager aura remplies aussi à travers un questionnaire. Oui, c'est ça. Vous doutez un peu, en fait. Moi, je vous ai entendu sur d'autres tribunes. Vous semblez douter un peu de l'efficacité qu'on nous promet avec cette application du Mila. Avec les applications en général, celle du Mila, c'est un peu plus difficile à évaluer parce qu'on n'a pas beaucoup d'idées. Il y a toujours cet effet boîte noire de l'intelligence artificielle. Ouais. Et c'est opaque. C'est opaque de rentrer dans la machine, genre les algorithmes. Moi, je suis pas très familier avec ça. Non, c'est complexe. Ces nouvelles technologies-là d'intelligence artificielle, mais de ce que j'en comprends,
c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires, c'est-à-dire ça va dépendre de la façon que les algorithmes vont être bâtis, entre autres, pour offrir une supposée efficacité aux instances de santé publique. Oui, et puis ça dépend aussi beaucoup de la nature et de la qualité des données qui vont être rentrées pour que le prédicteur apprenne, parce que c'est de l'apprentissage machine, là. Et donc, il faut que l'algorithme apprenne, et pour apprendre, il va avoir besoin d'une grande masse de données, des données, et donc ça va prendre évidemment beaucoup d'utilisateurs, même si on nous dit au Mila que 20% qu'il y a besoin serait suffisant. Oui, bon, alors on nous dit 20%, ça serait suffisant pour alimenter un des meilleurs modèles épidémiologiques. Donc, mais ce serait certainement pas suffisant pour que le traçage permette d'enrayer la progression et la diffusion du virus. Parce que dans les applications de traçage classiques, là, vous avez dû le lire aussi, là, mais toutes les études montrent que c'est plutôt entre 60 à 70% d'une population qui doit utiliser. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce qu'on a appris cette semaine, entre autres, que Louise Arbour et Louise Otis, qui sont deux vedettes de la justice québécoise, on peut dire ça. Louise Arbour, qui était présidente honoraire, en fait, qui sera présidente honoraire du COVID, mais qui a été juge à la Cour suprême du Canada, haut commissaire des Nations unies. Bon, Louise Otis, ce sont vraiment des sommités, mais on n'a pas. J'ai un peu l'impression qu'on fait du washing technologique, c'est-à-dire qu'on essaie de nous vendre. Regardez, on a ces deux personnes-là très honorables, des femmes qui ont un parcours exemplaire à l'ONU, entre autres pour Louise Arbour, et Louise Otis aussi, qui a été présidente du tribunal administratif de l'OCDE. Ce sont des grosses pointures. J'ai un peu l'impression qu'on essaie de nous montrer là, que ne vous inquiétez pas, regardez tous ces nobles personnes qui travaillent avec nous. Oui, je pense que c'est la stratégie. En fait, il y a deux stratégies actuellement, parce que le Mila n'est pas les seuls. On parle d'eux là, mais il y en a d'autres qui sont en train de. Il y a d'autres promoteurs ou développeurs d'applications qui sont aussi dans l'écosystème et dans le panorama. Mais le Mila choisit, puis on ne peut pas lui reprocher, plutôt l'ouverture, la transparence et les arguments d'autorité, que ce soit scientifique ou à tous les points de vue. Ce que vous évoquez là, c'est clairement aussi un autre argument d'autorité sur le plan légal, de protection. Et même moral, je pense qu'on tente. Oui, c'est ça. Oui. Et puis d'un autre côté, on sait qu'il y a tout un tas d'entreprises privées qui, elles, jouent juste un lobbying souterrain auprès des organismes. Il semblerait qu'il y ait Shopify au niveau fédéral qui soit en contact régulier avec le bureau du PM pour essayer de placer son application. Donc, à la limite, c'est une guerre commerciale, faut le dire quand même. Là. C'est pas, pas neutre. Là. C'est pas la science qui est là pour les grands principes. En partie, oui, je pense, mais il reste il y a des millions et des millions en profits éventuels qui sont derrière ça quand même. Alors, a priori, le Mila, ça a été précisé qu'il n'y aura pas de bénéfices financiers dans ça pour eux. C'est d'autres types de bénéfices. Ils ont eu beaucoup d'argent pour développer, par exemple, l'application. Ils en auront encore beaucoup. Bon, et puis à la limite, moi, je vais être très honnête, si on devait voir une application arriver, je préférerais que ce soit celle du Mila que celle d'une entreprise privée qui arrive d'on ne sait pas où, qui aura été choisie, on ne sait comment. Donc l'enjeu, et puis c'est vraiment ça, moi, qui me dérange un peu, c'est que d'un côté, on a une espèce de pression très forte à travers des arguments d'autorité scientifique, morale, qui va faire en sorte qu'à un moment, ceux qui refuseraient, on pourrait leur dire, vous êtes qui pour refuser? Vous avez vu les gens qu'il y a derrière? Puis d'un autre côté, on risque, parce que il n'est pas exclu que ce soit pas leur application qui soit choisie, mais une autre qui arrive à travers un exercice de lobbying complètement opaque, qu'on nous imposera comme ça. Et dans les deux cas de figure, l'argument consistant à dire « Oh, mais ce sera une utilisation volontaire » tombe. Parce que la volonté éclairée n'aura pas été là. Et puis, le vrai problème, c'est, à mon avis, nos gouvernants, que ce soit au niveau des villes, provinciales, fédérales, qui, eux, ratent une occasion de transparence et d'ouverture d'un débat public, voire d'ailleurs Nous, c'est ce qu'on demandait dans un texte qu'on essaie de publier, mais qu'on n'a pas réussi. On est un collectif, là, une quinzaine de chercheurs. On demande à ce qu'une commission parlementaire spéciale en urgence soit organisée pour
nous informer sur le processus qui serait mis en place pour choisir l'application, Oui. quelle application, pour quelle raison, s'il y en a 5 ou 6 en lice, pour quelle raison celle-là et pas une autre, et puis que l'État, parce que l'argument du MILA, c'est aussi de dire, ah non, mais vous inquiétez pas, on vous protège de Big Brother, ouais. De l'État qui viendrait vous suivre, vous tracer. Ouais. Puis, donc on met ça dans les mains d'une autorité morale externe, indépendante, mais dont on ne sait pas grand-chose. Mm-hmm. Et puis il reste pour que ça soit efficace, il faut quand même que d'une certaine manière, la santé publique soit impliquée. Si elle ne l'est pas... mais comment les gouvernements... Moi, j'ai une question. Comment les gouvernements vont pouvoir résister à l'attrait du potentiel qui est... surtout qu'on sait que le gouvernement de François Legault, entre autres, est un gouvernement... beaucoup porté sur l'économie, mais sur aussi, protéger les fleurons. Tu sais, Bombardier, on a toujours dit il faut absolument préserver cette industrie-là parce que c'est des gros salaires, puis on le sent déjà que le discours de ce gouvernement-là autour de l'intelligence artificielle, de la grappe, moi, déjà utiliser le mot grappe, ça me gosse, là, mais que la grappe à Montréal, elle est meilleure au monde, puis il faut encourager ça. Comment ce gouvernement-là va être capable de résister à l'attrait d'utiliser ces applications-là, et après ça, en faire des choses que le MILA n'imagine peut-être pas, parce que je pense pas qu'il faut, comme vous disiez tantôt, il ne faut pas remettre en cause la bonne foi de l'équipe de M. Bengio, mais après ça, le gouvernement va sûrement pourrait, c'est ça qui est inquiétant, l'utiliser. Quelles seraient les dérives qu'on pourrait, tu sais, pour que les gens puissent se mettre en tête, parce qu'on des fois on se dit, en fait, on entend qu'il y a des dérives possibles. Concrètement, là, si, mettons, le gouvernement décide d'utiliser n'importe quelle application de traçage, on n'est pas obligé de prendre celle du MILA, et quelles seraient les dérives sur le plan éthique et collectif, à votre avis? Il y en a une première dérive qui est assez directement liée à la pandémie, et parce qu'on le voit poindre dans un certain nombre de pays, c'est les fameux certificats d'immunité, les passeports d'immunité. Il y a eu beaucoup de textes produits pour montrer les enjeux, les dérives possibles de ces outils-là, de ces mesures-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir évidemment avoir des données pour alimenter ces certificats-là. Et il est clair qu'une application de traçage, c'est l'outil tout désigné pour alimenter ce genre de certificat. C'est-à-dire de dire, à partir du moment où vous êtes tracé, on peut vous faire confiance, on sait ce qu'il en est de vos contacts, on peut remonter votre chaîne de contacts, etc. Et donc, c'est un argument pour vous donner votre certificat. Ça serait c'est une dérive du côté un peu centralisé. Parce que le MILA nous dit, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas parce que nous, c'est décentralisé. Mais il reste que, puis ça, c'est un autre enjeu. Admettons que tout soit fait pour que l'État n'ait pas accès à ces données-là, qu'on soit protégé. Qui nous dit que une entreprise privée, une compagnie aérienne, Via Rail, une chaîne de commerce, compagnie d'assurance aussi. Compagnie d'assurance va pas dire si vous n'utilisez pas l'application, voilà, vous voyagez pas, vous rentrez pas dans nos avions, vous allez pas dans le train, vous rentrez pas dans nos magasins, vous n'êtes pas admis à aller dans tel terrain de camping, si vous ne montrez pas que vous utilisez l'application. Voilà. Et puis ça, je veux dire, sur le plan législatif, l'État ne pourra pas l'empêcher. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est un vrai risque. On risque dans les semaines à venir de voir une application nous être proposée. Le gouvernement va dire, on a choisi celle-là. Puis là, ça sera trop tard. Et en plus, on risque d'aller dans le mur parce qu'on risque de se priver d'une grande... Moi, je pense que ce genre d'application, comme outil complémentaire dans une grosse boîte à outils dans lequel il y a déjà des choses, je veux dire, le port du masque, la distanciation, le traçage manuel qui existe déjà, les modèles épidémiologiques, le travail qui est fait par la santé publique, tout ça sont des mesures qui nous aident à la fois enrayer la pandémie et puis à sans doute être capable de mettre en place un déconfinement graduel, programmé, durable. Et je crois que les applications numériques, ce serait dommage de pas envisager leur utilisation. Mais pour ça, moi, je crois que ça prend un engagement de l'État. Il faut vraiment que l'État s'engage sur quel type de données va être utilisé, jusqu'à quand. Il faut qu'il y ait un engagement clair d'une obsolescence programmée et des applications et une destruction des données lorsque ce sera fini.
Mais il faut qu'il y ait un engagement clair, un engagement... Mais ça regarde mal. Ça regarde mal parce que juste cette semaine, la CAQ, les partis d'opposition lui demandaient de dévoiler les conseils que la firme McKinsey, qui l'a aidé à imaginer le plan de déconfinement, les partis d'opposition ont demandé à la CAQ de dévoiler, en fait, de faire preuve de transparence et de dévoiler ce que la firme McKinsey, qui a coûté quand même quelques millions de dollars au Trésor public, et la CAQ a refusé de dévoiler les conseils. Fait qu'on n'est pas du tout dans la transparence, et quand ça sera le temps de discuter d'applications comme ça, j'ai l'impression qu'on va être encore moins dans la transparence avec ce gouvernement-là. Non, on ne le sera pas. C'est dommage. Il y a vraiment... Là, on risque des dérives. Et on risque aussi de se priver d'une grande quantité d'usagers qui, s'ils étaient informés correctement et rassurés, pourraient utiliser ces applications-là pour le bien de tous, effectivement. Mais c'est pas vers ça qu'on va. Donc, c'est ça que je trouve vraiment dommage. On verra bien. Merci, Stéphane Roche, professeur titulaire, département des sciences géomatiques à l'Université Laval. Merci de nous avoir offert vos réflexions. Merci à vous.